place au baromètre du mondial. Et mon cher Romain, nous allons commencer avec le triple top. C'est le Maroc, évidemment. Quel autre chiffre pour illustrer la magnifique Coupe du Monde du Maroc que le chiffre 1, puisque les Lions de l'Atlas sont tout simplement la première équipe africaine de l'histoire à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. Ce n'était jamais arrivé lors des 21 premières éditions. Et les Marocains se sont aussi fait les porte-étendards de tout le continent africain avec l'ambition de changer les mentalités. Écoutez Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, il en parlait juste avant la demi-finale contre la France. Allez. Dans cette compétition avec beaucoup d'ambition et on est venu pour changer les mentalités, notamment de notre continent, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Si on est content juste d'arriver en demi-finale et de se dire que quoi qu'il arrive, on aura réussi notre Coupe du Monde, y en a beaucoup ici qui diront qu'on l'a réussi. Moi, je ne suis pas de cet avis. On est dans les 4 meilleures équipes du monde, on n'est pas arrivé par hasard. On va aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde. Et ce n'est pas des paroles en l'air. On n'est pas là pour être content juste d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde. Il faut qu'on aille plus loin. Peut-être qu'on n'aura plus cette occasion. Donc pour ça, les joueurs, ils sont prêts à tout. Le staff est prêt à tout. Nabil, réussite totale, le Maroc, et les choix et le discours de Regragui. Non, c'est vrai que c'est une aventure exceptionnelle de la part des Lions de l'Atlas. Avant la Coupe du Monde, on se posait la question de savoir combien d'équipes africaines allaient sortir des poules. La dernière fois, en 2018, c'était 0. On avait fondé des espoirs sur le Sénégal, mais c'est vrai que l'absence de Mané a compté. Et puis, il y avait cette équipe marocaine qui arrivait un peu masquée. Quand on regardait après son 11, on se rendait compte qu'il y avait de la qualité à tous les étages. Ça a pris avec Walid Regragui, qui a réussi à manager cette équipe de manière remarquable, avec un plan de jeu également remarquable pour le coup, parce qu'il a été pragmatique. Et le parcours du Maroc, il est assez exceptionnel, parce que leur parcours il est plus difficile que celui de l'Argentine, voire celui de l'équipe de France. Bah oui. Ils jouent la Belgique, ils jouent la Croatie, ils jouent le Canada qui était une bonne équipe, ils jouent l'Espagne, ils jouent le Portugal. Et en demi-finale, ils tombent un peu en bout de piste face à l'équipe de France. Et ils sont premiers de leur groupe. En ayant bousculé les Français. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la suite, en fait. Alors, par rapport à l'Afrique, je pense que c'est plus un déclic psychologique que sportif. Parce que le Maroc, c'est le Maroc. Et après, il y a des différences selon les nations africaines, de structuration, de professionnalisme, de mentalité, de qualité, etc. Moi, je pense que le Maroc, ça peut être surtout une locomotive pour la région et un exemple pour certains pays africains. Maintenant, ça va être la suite qui va être intéressante pour Walid Regragui. Ça a été l'homme d'un tournoi. Maintenant, il va falloir aller en Afrique, jouer la CAN en Côte d'Ivoire. Tout le monde va attendre le Maroc. Ça va être une CAN qui va être extrêmement relevée et intéressante. Elle sera en Côte d'Ivoire. Il y a le Sénégal qui est là, il y a le Cameroun qu'on a vu pas ridicule, il y a la Tunisie avec sa manière de jouer, il y a le Ghana qui est en train de se reconstruire, et il y a eu les absents aussi qui vont avoir... Les Maliens. Pardon ? Le Mali. Le Mali également, s'ils arrivent Vous un n'avez pas petit encore peu... dit l'Algérie. Non, mais le meilleur, c'est pour la fin. Ah. Il y a évidemment la Côte d'Ivoire, qu'on a vu contre l'équipe de France, un partout, souvenez-vous de ce match amical. Alors, c'était un match amical, mais on a vu la qualité des Ivoiriens. Le Nigeria, qui dans un bon jour... Il n'y a pas eu un partout. Si, on a fait un partout contre le... Le dernier match. On n'a pas fait... Non, on a perdu un. Excusez-moi, je me suis enflammé. On a gagné 2. Désolé, je pensais qu'il y avait... Non, mais il y avait eu un partout il y a quelques années, non ? Peut-être, mais là, au bout d'un dernier, lors des matchs amicaux, il y a eu Côte d'Ivoire et Afrique du Sud, et il y a eu 2 victoires françaises. Et puis pour terminer, il y a l'Égypte de Salah et l'Algérie qui sera revancharde. Donc pour le Maroc, ça va être super excitant de les voir maintenant confrontés à toutes ces équipes qui vont avoir qu'une seule envie, les battre. Et Regragui, 3 mois. Sélectionneur depuis 3 mois sur l'équipe du Maroc. On va parler justement d'un autre sélectionneur, c'est notre double top. C'est Lionel Scaloni. Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine. Sa réussite à lui, elle est totale évidemment sur le banc de l'Argentine, championne du monde. On rappelle qu'il est arrivé en 2018 après l'élimination en 8e de finale de la Coupe du Monde contre la France. Depuis 57 matchs, 40 victoires, 12 nuls et seulement 5 défaites. Il y a même eu une série de 36 matchs sans défaite. Et les 2 titres, bien sûr, la Copa América en 2021 et la Coupe du Monde en 2022. Mais écoutez notamment Diego Maradona, parce qu'il y avait énormément de critiques lorsque Scaloni est arrivé. Et Diego Maradona n'avait pas été tendre avec Scaloni. On a ce nouveau sélectionneur, Scaloni. Je le répète, ce n'est pas sa faute d'être ici. On l'a poussé à ce poste et maintenant il est là. Le problème, c'est qu'il pense qu'il puisse être un bon technicien, qu'il puisse aller gagner un mondial. Il pourrait aller à une Coupe du Monde de moto, mais pas une Coupe du Monde de football.
Et donc évidemment cette interview elle a été donnée au moment de la nomination de Scaloni en 2018 puisque malheureusement depuis Diego Maradona nous a quittés. Effectivement. Raymond, Oui. Scaloni, il a été fort dans ses choix. Il y a eu des choix en défense, il y a eu des choix devant. Il a sorti Lautaro Martinez pour Alvarez, Di Maria sur le côté gauche lors de la finale. Ça a été une réussite totale. Vous avez été surpris de ses choix et surtout de la pertinence de ses choix à chaque fois? Mais ces choix, ils sont liés à l'organisation autour d'un joueur, autour de Messi. Je veux dire, il a construit cette équipe pour que Messi soit performant. Et je pense qu'il ne pouvait pas se permettre autre chose. Tous les choix avec devant un attaquant comme Alvarez, c'est quelqu'un qui presse, qui cherche, qui pousse, qui donne des solutions et qui a libéré totalement Messi dans ce jeu-là. C'est pas quelqu'un qui vient chercher le ballon, c'est quelqu'un qui a donné tout son jeu. Il a été fait ça. Le choix sur Di Maria À gauche, ah oui. à gauche, c'était un choix. Parce que moi, quand je l'ai vu jouer au départ, j'ai dit, il a mis Di Maria, à quoi ça rime? Parce que je pensais qu'il allait encore nous le mettre là sur le côté droit, qu'il allait nous faire ses gris-gris, qu'il allait rentrer. Mais je pense qu'ils ont bien regardé notre jeu et à chaque match, ils ont bien travaillé sur l'organisation de l'adversaire. Et ils nous ont posé des problèmes sur tous les renversements avec des 1 contre 1, parce que Koundé, le pauvre, il s'est retrouvé, il était content quand Acuna est rentré. Et je pense que pour moi, on parle des réussites de son organisation à Scaloni, mais il a failli perdre la finale en sortant Di Maria à la 60e. Il était peut-être non? Il fait des vrais choix aussi en sortant Lautaro et Paredes et en mettant les deux gamins aussi. Hein. Ah oui, non, mais c'est Enzo Fernandez au milieu de terrain, 21 ans. Vrai choix. C'est deux Il est joueurs juste, il est respecté par le vestiaire pour ça. Complètement. Mais son équipe, elle était faite pour permettre à Messi d'être performant. Donc il y avait une vraie idée commune et lui, il l'a construit autour. Il n'a pas besoin, et je suis désolé pour Maradona, paix à son âme, je veux dire, des bêtises, il en a raconté. C'en était une de plus, déjà, on ne peut pas anticiper. Ce qu'ils avaient besoin à l'Argentine, c'est quelqu'un qui structure cette équipe et qui l'organise en fonction du talent de Messi. C'est ce qu'il a réussi à faire. Je veux dire, à chaque fois, on prend... Quand nous, en 2006, l'équipe, elle était construite pour que Zidane y soit performant. Je veux dire, tous les joueurs, quand je mets d'un côté Ribéry, de l'autre côté Malouda, parce que je sais que c'est des gens qui vont travailler, qui vont aider, qui vont permettre que lui puisse jouer, avoir le ballon et faire vivre le ballon. Quand il y a un joueur de ce niveau-là, l'équipe, elle doit se construire autour de ce joueur-là. Et c'est ce que lui a très bien su faire. Et on se posera la question sur Kylian Mbappé un petit peu plus tard. Le dernier top, c'est un gardien de but. C'est Livakovic, le gardien de la Croatie. Évidemment, la Croatie, 3e de la Coupe du Monde, en partie grâce à son gardien qui a réalisé un excellent tournoi. Et on se rappelle surtout de ce match en quart de finale contre le Brésil. Un chef-d'œuvre pour le gardien croate. 2 parades pendant la séance de tir au but, en plus des 8 arrêts pendant le match. Et donc cette note de 10 dans l'équipe, ce n'est arrivé qu'une quinzaine de fois dans l'histoire du journal. Et c'est surtout le seul à avoir eu 10 pendant cette Coupe du Monde. Un petit mot, Pierre, sur Livakovic qui a réussi son tournoi. Et là, on imagine que tous les clubs vont foncer sur lui. Bah surtout qu'il y a pas mal de clubs, enfin de gros clubs en tout cas, qui ont besoin de gardiens. Je pense au Bayern de Munich notamment avec Neuer qui s'est blessé. Là, honnêtement, il a marqué les esprits. On parlait de joueurs justement qui étaient là à cette Coupe du Monde pour essayer de marquer les esprits, dont Messi et Mbappé. Lui, il est complètement sorti du lot par rapport au gardien de but. Il a été énorme, décisif. Et si la Croatie va si loin dans la compétition, il a une grande part de responsabilité. Et la jeunesse a brillé. Oui, pardon. Dès le début de la compétition, en plus. Formé à Zagreb, d'ailleurs, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. En Croatie, au pays, dis donc. Non, mais c'est important de le notifier parce qu'ils en forment un paquet quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Petit pays. Et la Croatie est un petit pays, mais un grand pays de football. Ça, je ne l'avais jamais entendu. C'est vrai. Petit par la taille et grand par le talent. Ça vient un truc, franchement, c'est très nouveau. Je pense que je vais repartir différent là. Grandi. Il y a un truc qui vient de se passer. Différent. Je comprends, Nabil, évidemment. Cette Coupe du Monde a permis à des jeunes de briller. On va parler d'un jeune parce que lui aussi, il a été vraiment grand avec sa nation, c'est Bellingham. Ah oui. Oui, Jude Bellingham qui a été éblouissant. D'abord, c'est sa précocité qui étonne. En juillet 2020, à 17 ans, Jude Bellingham est transféré au Borussia Dortmund pour 25 millions d'euros, un record pour un joueur de cet âge. Pour sa première saison, tout se passe bien, il s'impose et dans le même temps, il est convoqué par Gareth Southgate dès le mois de novembre
pour intégrer la sélection. Il devient international anglais à 17 ans et 136 jours. C'est le 3e plus jeune joueur de l'histoire de la sélection des Three Lions. Lors de ce mondial, face à l'Iran, Jude Bellingham est devenu à 19 ans le 2e plus jeune buteur de l'histoire de l'Angleterre en Coupe du Monde, après Michael Owen en 98, qui avait lui 18 ans à l'époque. Jude Bellingham, vraie pépite, ça devient une évidence pour l'ailier Phil Foden. Jude sera le meilleur milieu du monde. Le gamin, formé à Birmingham, a de l'or dans les pieds, mais aussi la tête très bien faite, et son sélectionneur le sait. Son atout principal, c'est sa mentalité. Ce qui fait la différence, c'est l'état d'esprit, la volonté, le désir d'apprendre et de s'améliorer. Il a tout cela. Bref, il a tout pour devenir un cador. On a hâte de le revoir à l'Euro. Effectivement, il a brillé lors de cette Coupe du Monde. Alors forcément, quand il y a des tops, il y a aussi des flops. Choisi par Romain. Allô. Les flops choisis par Romain. C'est toujours important de préciser et de jeter la patate chaude sur quelqu'un d'autre, bien évidemment. Alors, vous avez choisi en simple flop ou triple flop, je ne sais plus d'ailleurs. C'est simple. Simple flop. En simple flop, c'est fort bien. Cristiano Ronaldo. Ah non, mais En tout cas, je suis ravi que vous partagiez les responsabilités avec moi, ça me fait plaisir. Je ne partage rien. Non, mais je savais qu'il allait y avoir Ronaldo. J'étais à 2 doigts de dire que j'allais quitter le plateau si Ronaldo était dans les flops. Eh bien, vous allez pouvoir quitter une fois qu'on aura argumenté. Mais effectivement, on a choisi Cristiano Ronaldo par rapport à sa Coupe du Monde parce que l'actualité de la Seleção a beaucoup tourné autour de lui aussi. Il a été titulaire 3 fois pendant la phase de poule avant de perdre sa place à partir des 8e de finale. Au total, il a disputé 290 minutes. Il a été décisif qu'une seule fois. C'était son but face au Ghana, loin des standards auxquels il nous avait habitués. Et maintenant, c'est à Nabil. Nabil, vous aussi, vous êtes outré par ce choix. Déjà, je de Romain. voudrais quand même faire remarquer que l'élimination face au Maroc, elle n'est pas imputable à Cristiano Ronaldo. Il est rentré à la mi-temps et il s'est créé 1 ou 2 situations. Après la mi-temps, plus tard. Hein, laquelle? Si, En profondeur, il a frappé un moment et Bounou, il a arrêté comme ça. Voilà. Il ne rentre pas dès la mi-temps, il rentre un petit peu plus tard. Non, il rentre à la mi-temps. Il sort, je crois qu'il rentre à la mi-temps. Non, mais on parlait de Messi et de l'Argentine. Les autres ont accepté de jouer pour lui et lui a continué à faire la différence. Pour Ronaldo, malheureusement, on va dire que son équipe ne l'a pas porté et lui ne pouvait plus porter aussi son équipe, ce qui est la différence avec Messi. Messi, son équipe l'a porté et il a pu porter aussi son équipe. Et n'oublions pas également que Cristiano Ronaldo, c'est quand même 2 ou 3 ans de plus que Messi. Là, quoi. Il a 37 ou 38 ans. 37 ans. Ok, ça rentre forcément dans l'équation. Et comme c'est un grand champion et que c'est un compétiteur, l'idée d'être un super sub dès le début du tournoi et d'accompagner cette jeune génération vers un succès, émotionnellement, pour lui, c'est pas possible. Donc voilà, donc je trouve que c'est triste, en fait. Sa fin là, avec l'équipe du Portugal, elle est triste. Et je trouve également honteux, enfin pas honteux, mais je trouve qu'on a été un peu dur avec lui. Il faut jamais oublier que c'est 5 ballons d'or. Des sondages pour le sortir de l'équipe, franchement, ils auraient pu s'abstenir. Nabil, il est rentré quand ? Il est rentré rapidement en deuxième mi-temps. Il revient. C'était combien? Non, mais je peux. C'était à la combien marquée bestiole 60e 51e. Ce n'est pas la mi-temps. 51e, c'est quand tu veux pas humilier le titulaire, tu le sors pas à la mi-temps. Allez. Mais là, il a raison. Oui, il a raison. Là, il a J'ai raison. bien dit 2 fois mi-temps, vous êtes sûr? Oh, c'est pareil. C'est pas grave, il adore le banc. Ne vous inquiétez pas. Double flop maintenant, dites donc. Hansi Flick, le sélectionneur de l'Allemagne, première grande compétition pour lui et le premier échec malheureusement pour l'ancien entraîneur du Bayern Munich. Pourtant, vous allez le voir, son mandat à la tête de la sélection allemande avait bien commencé lorsqu'il est arrivé après l'Euro en 2021. 8 victoires de suite. Puis après, seulement 2 succès sur les 11 rencontres suivantes. Et à l'arrivée, 4 points en 3 matchs lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde et une élimination donc dès cette phase de groupe, à la différence de but par rapport au Japon. Mais Hansi Flick a été conforté dans ses fonctions par le président de la fédération allemande, Bernd Neuendorf. On l'écoute. Hansi Flick, je crois qu'on a senti dans notre conversation l'énergie qui est la sienne pour faire de l'Euro chez nous et en 2024 un succès. Nous avons l'impression qu'il est la bonne personne pour ce poste et je veux le souligner à nouveau ici. Raymond, il y a eu des critiques par rapport à ces choix, là, pour le coup. On a loué les choix de Scaloni, là, des choix de composition d'équipe, des choix de changement en cours de match qui n'apportaient pas grand-chose. Est-ce que c'est bien, alors vous, je sais que vous allez défendre les sélectionneurs, mais que l'Allemagne se dise non, on continue avec Flick parce que ça doit être quelqu'un qui nous porte pendant des années? Revenez, mon cher. C'est quelqu'un qui a réussi, qui a eu des en club, voilà, qui a des compétences. Je veux dire, le Bayern est l'équipe d'Allemagne est dans une phase de transition. Il y a l'Euro qui arrive chez eux.
c'est pas le moment de tout bousculer. Je pense que c'est lui qui connaît mieux les rouages, le fonctionnement. Il va pouvoir écarter Müller enfin, parce que depuis le temps... Vous n'aimez pas les vieux. Ah non, mais je comprends pas. Je veux dire que on peut dire tout ce qu'on veut, mais quand je le vois jouer, je dis mais comment il peut encore jouer? Au Bayern, il arrive à jouer, mais en sélection, mais c'est une plaie, c'est une catastrophe. Comment on peut le faire, continuer à le faire jouer? Ah mais oui, c'est pire que Ronaldo avec le Portugal. Et il l'a gardé parce que c'est l'ancienne génération. Là, il va être obligé de bouger, de changer, de faire jouer des jeunes. Ils ont 2 ans pour se préparer. Parce qu'ils sont qualifiés, tranquilles, et je pense que c'est le bon choix. Mais s'ils avaient amené quelqu'un pour ramener encore, changer, le temps qu'ils se mettent en place, je trouve qu'ils ont fait le bon choix. Ils doivent travailler, ils doivent trouver des défenseurs un peu plus compétitifs. Bah, oui. Parce que devant, quand même, on peut toujours se gausser pour certains de les voir éliminés. Mais ils se procurent des situations et des occasions pêle-mêle. Complètement. Ils retrouvent un peu d'efficacité devant, un peu d'efficacité derrière. Au Bayern, Ils arrêtent de faire de la politique avec la sélection, c'est tout. Ils arrêtent de garder des joueurs qui ne doivent pas être là et de prendre des joueurs qui doivent être là. C'est tout. Voilà. Mais s'ils veulent des défenseurs, au Bayern, il y en a des bons. Ils sont français. Il y a 3 Français. C'est ça le problème. On va passer, je suis désolée, Émilie, au triple top. Et oui, c'est la Belgique, évidemment, un calvaire, la Coupe du Monde de la Belgique sur le plan extrasportif déjà, et puis sur le terrain, évidemment, avec cette élimination au premier tour, les Diables Rouges qui ont été éliminés dans le groupe de la Croatie, du Maroc et du Canada, un groupe difficile quand même, mais en cause notamment chez les Diables Rouges, un problème d'inefficacité offensive. Un seul but marqué en 3 matchs, on se souvient par exemple des ratés de Romelu Lukaku lors du 3e match face à la Croatie. Qui a été diminué, pauvre Ouais, Pépère. le bon bouc émissaire. Émilie, vous avez vécu la Coupe du Monde en Belgique. Comment ça a été vécu? On rappelle, demi-finaliste en 2018 et là, la catastrophe avec une élimination dès la phase de groupe. Sauf que dès le début, dès le premier match, en fait, on a très vite constaté le manque d'envie, d'ego et de caractère de cette équipe où en fait la fougue venait d'Onana, finalement jeune joueur, donc ça manquait de caractère, ça manquait d'envie, le jeu n'était pas terrible, mais à la rigueur, on a vu d'autres équipes avec des jeux pas terribles qui ont été beaucoup plus loin, donc c'était pas ça, c'était vraiment une question d'ego. On savait déjà que le vestiaire, effectivement, était compliqué. Il y avait déjà des rumeurs comme quoi le sélectionneur n'allait pas rester. Enfin, je pense que l'extra-sportif a pris le pas sur, en plus, un mental qui n'était pas fiable, un vestiaire qui ne tenait pas debout. De Bruyne, il les a pas flingués? Mais tous les déclarations aux médias, mais y a pareil, rien la qui déclaration va. aux médias qui a été faite 2 mois avant, qui sort pendant le mondial, enfin, il y a eu tout un phénomène autour de l'équipe belge qui est de l'extra-sportif, des médias, des joueurs qui parlent, et effectivement un manque de réussite avec des occasions non conclues. Donc résultat, le bilan est très compliqué, mais est-ce que c'est pas la fin d'un cycle pour justement repartir à nouveau? Ils en ont peut-être besoin. Mauvaise mayonnaise, en tout cas, effectivement, pour les Belges, mais on les adore, surtout Oui, Courtois, on c'est les important de adore. le dire. Qui continue comme ça. Oh, ça suffit. Courtois, non. Il adore Thibaut Courtois. Oui, bah directement après la Coupe du venir sur Monde. le banc, en fait, non, attention. non, non. Il a posté directement des photos sur Instagram où il est avec sa meuf sur les îles, etc. C'est un vestiaire, Le lendemain de la- un vestiaire où personne ne peut s'encadrer. Et alors, Il n'est pas revenu à la Hazard, il a pris sa retraite, c'est que Et alors, Vous ne madame pouvez pas louer un Mbappé qui revient, je le fais moi-même. Un Mbappé qui revient 24 heures après. Allez, il est en foutez-moi le sélection. camp. Critique pas Thibaut Courtois sur ce Va finir plateau. toute seule à son Vous savez. émission. Oh, c'est incroyable. Elle oublie les bases, Émilie. Il n'y a pas que Ramos. Je vais vous faire une liste, madame. Dans quelques instants, on va se retrouver. On va parler de Kylian Mbappé, futur patron des Bleus. Est-ce une évidence? Il y aura le footer mercato. Et puis on jouera également. À tout de suite.